Notre histoire commence dans un lieu magnifique, rempli de temples sous un soleil radieux. Voici notre personnage principal, et on voit qu'il est furieux contre une secte démoniaque. Il s'avère que cette secte l'a envoyé infiltrer le temple Xiandu en tant qu'espion. Et maintenant, il panique parce qu'il ne pense pas que n'importe qui puisse devenir espion du jour au lendemain. Le temple de Xiandu est la meilleure secte vertueuse, et pour eux, le plus important est d'accumuler du QI de mérite. Notre type aimerait donc faire ça, mais son talent réside dans la culture démoniaque. Se souvenant du passé, deux jeunes femmes de la secte pensaient qu'il était super beau avec un QI maléfique vraiment fort. Il s'appelle Jishan Sheng, et il est forcé de changer de carrière, mais ce n'est vraiment pas son truc. Pour aggraver les choses, le temple de Xiandu organise une évaluation, et le critère principal est le QI de mérite. Ce soi-disant QI de mérite ne peut être atteint que par de bonnes actions et un bon karma. Avec cela, le temple utilisera une formation pour aider les meilleurs disciples à monter de niveau. Notre MC révèle qu'il est en fait déjà au sommet de l'étape de raffinement du QI. Le problème est qu'il n'a pas une seule goutte de ce QI de mérite qu'il demande. En fait, la seule chose qu'il ait, c'est beaucoup de sang, du QI maléfique. Si les supérieurs du temple découvraient ce pouvoir qu'il a, il serait éliminé sur le champ. Il commence à raconter son histoire et comment, au début, il pensait avoir été envoyé dans un monde féodal ordinaire. Avec ses connaissances modernes, le plan était de devenir riche et de profiter d'une vie de luxe. Mais la réalité en a décidé autrement, car ce monde était rempli de monstres et de cultivateurs qui se battaient partout. Notre MC a donc commencé à s'entraîner seul pour pouvoir rejoindre une secte. Mais ses plans ont été ruinés lorsque la secte du démon céleste a attaqué et détruit sa ville. Là, ils ont découvert son talent pour la culture démoniaque et l'ont forcé à les rejoindre. Même s'il est une bonne personne au fond, il a dû s'adapter et faire semblant d'être l'un d'eux pour survivre. Après tout, dans la secte démoniaque, il fallait suivre les coutumes locales si on voulait rester en vie. C'est pourquoi il a passé 6 mois à se venger et à éliminer les membres qui ont attaqué son peuple. Avec cette vengeance, il a réussi à condenser son sang, son QI maléfique, et à avancer vers l'étape de raffinement. Cela a fini par attirer l'attention des chefs de la secte du démon céleste. Le jeune homme pensait que son plan avait été un succès, et que son voyage en tant que démon allait enfin commencer. Cependant, à sa grande surprise, les chefs de la secte l'ont envoyé comme espion au temple Xiandu. Maintenant, il est dans une situation délicate parce que son pouvoir maléfique est beaucoup trop visible et impossible à cacher. Il se plaint d'avoir éliminé un fils aîné, et malgré tout, la secte a rendu sa gentillesse par l'ingratitude. Soudain, le jeton dans sa main brille, et quelqu'un l'appelle à la hâte. La personne dit qu'ils ont quelque chose de vraiment intéressant à lui montrer. Celui qui l'appelle est Lidoyen, un type avec un talent terrible mais une tante très belle. Le nom de la tante est Li Shangxi, et c'est vraiment une femme magnifique. Elle a une apparence incroyable et une silhouette qui rendrait n'importe qui jaloux. En plus d'être belle, elle est l'un des 8 maîtres méridiens du temple Xiandu et détient beaucoup de prestige. RMC dit qu'il n'est devenu le meilleur ami de Lidoyen que pour se rapprocher de sa tante. En tant que secte immortelle numéro 1, le temple Xiandu a gagné sa position grâce à beaucoup de combats. Il possède également un trésor défensif ultime que les démons n'ont jamais pu percer. À cause de cela, diverses sectes démoniaques essaient d'infiltrer le temple pour le détruire de l'intérieur. De retour dans le présent, Lidoyen loue la perception de notre type, car il avait raison à propos d'un espion. Son ami dit qu'après son tuyau, sa tante a enquêté et découvert que le type était de la secte du démon céleste. Notre protagoniste explique qu'il a tout compris parce qu'il a entendu le collègue parler dans son sommeil. Il pense alors que les espions ne devraient vraiment pas parler dans leur sommeil. C'est juste un manque d'éthique professionnelle. Il se souvient quand il a dénoncé le type qui révélait tous ses secrets dans son sommeil, puis a demandé ce qui était arrivé à l'espion. Son ami répond qu'il s'en est occupé, et qu'il ne restait qu'une flaque de sang sur le sol. Ensuite, son collègue l'appelle valet, car selon lui, un membre de la secte démoniaque ne changerait jamais. Il ajoute que tous ont pris des vies et doivent donc être éliminés sans pitié. De plus, son ami révèle qu'ils ont découvert d'autres espions et qu'ils seront démasqués lors de l'évaluation. Sur ce, il avertit notre type d'être prudent, car les autres espions pourraient vouloir se venger. Notre MC fait semblant d'être d'accord, disant que la secte démoniaque mérite tout ce qui lui arrive. Le doyen dit alors qu'en raison de son mérite et de son talent, sa tante veut faire de lui son disciple direct. Il est super excité par la nouvelle et commence à s'accrocher à notre protagoniste paniqué. De retour à sa résidence, notre jeune homme est vu se détendre sur son balcon. Mais il est inquiet parce qu'il a déjà atteint le sommet du raffinement de Xue et pourrait percer à tout moment. Avec autant de coups maléfiques, rester au temple est un danger, et il doit trouver une solution rapidement. Soudain, un avis annonce que le maître du temple va commencer l'évaluation des disciples intérieurs. Tous les disciples extérieurs sont alors convoqués sur la place pour le test immédiatement. Li Shangxi semble surpris par l'annonce soudaine alors qu'il s'étire dans son lit. Sur ce, l'évaluation des disciples intérieurs commence enfin, et tout le monde se rassemble sur la grande place. Le but du test est d'utiliser une technique qui rassemble la clé du mérite, qui n'est obtenue que par de bonnes actions. De cette façon,
le temple s'assure que ses disciples ont un bon caractère et peuvent être cultivés en toute confiance. Mais notre type est inquiet parce qu'il ne peut attirer que du kiwi maléfique du sang. Il avait même prévu de sauter le test, mais il a été pris au dépourvu par l'annonce, et essaie maintenant de penser à quelque chose. Pendant ce temps, un aîné demande au maître du temple pourquoi il a avancé le test, car il était censé avoir lieu dans 3 jours. Le vieil homme se demande également pourquoi le maître supervise personnellement une affaire aussi insignifiante. Le chef explique qu'il veut voir la nouvelle génération, et qu'il doit être diligent avec le temple qui lui est confié. Il s'avère que l'ancien maître du temple était invincible, et c'est lui qui a mené la secte au sommet du monde. Ainsi, le successeur ressent beaucoup de pression en étant dans la peau de quelqu'un d'aussi puissant. L'aîné comprend la position de son supérieur, et le félicite pour son attitude de faire preuve d'effort. À ce moment, les autres maîtres arrivent et saluent le maître du temple avec un grand respect. Parmi les personnes présentes se trouve la belle Li Shangxi, qui rend également hommage au maître de la secte. D'en haut, l'un des maîtres demande si un talent est apparu, mais le chef dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Il commente qu'il est rare qu'un jeune ait beaucoup de mérite, car les exigences du temple sont assez strictes. La belle Li Shangxi dit que le temple Xuandu préfère la qualité à la quantité, c'est pourquoi ils sont les meilleurs malgré le fait qu'ils aient peu de monde. Un maître commente qu'il est difficile d'obtenir du chi de mérite, et lors de la dernière évaluation, seulement 13 personnes ont réussi. Soudain, les aînés sont choqués lorsqu'un des jeunes manifeste un pétale du lotus doré du mérite. Au milieu d'une lueur dorée, notre jeune homme est assis sur un énorme lotus de mérite, laissant tout le monde impressionné. Avec cela, les maîtres commencent immédiatement à se disputer, voulant le garçon pour eux, mais l'un d'eux leur demande d'avoir un peu de dignité. Mais la surprise grandit lorsqu'une pagode dorée géante apparaît et qu'une immense énergie enveloppe le protagoniste. RMC est confus, se demandant si le Méreki vient des cieux, et s'il n'a plus besoin de s'enfuir. Le maître du temple est ravi car il a à peine pris ses fonctions, et un talent comme celui-ci est déjà apparu, ce qu'il considère comme un bon présage. Super excité, le chef se demande si le jeune homme est la réincarnation d'un être puissant, car c'est la seule façon d'expliquer autant de mérite. Pendant ce temps, les autres maîtres spéculent également sur le jeune homme, mais la belle Li Shangxi dit que ce n'est pas tout à fait ça. Le maître révèle que le jeune homme s'appelle Ji Shangsheng et qu'il a une origine commune, mais qu'il a récemment dénoncé un espion de la secte. Un maître comprend pourquoi un disciple a été éliminé, mais il doute que la dénonciation d'un espion puisse rapporter autant de mérite. Avec un sourire, la belle maîtresse explique que cet espion était différent, car il était le fils illégitime du chef de la secte démoniaque. Tous les maîtres sont complètement choqués par la révélation, ne s'attendant pas à une telle bombe de potin. Un ancien estime que notre gars a à peine commencé son voyage et s'est déjà fait un ennemi du plus puissant des démons. Le maître du temple trouve le fils du démon intéressant. S'il était le vrai lièvre, il serait devenu un titan démoniaque, provoquant un massacre. L'un des maîtres s'interroge alors sur l'audace du vieux démon. Li Shangxi confirme que l'ennemi était très confiant dans son plan. La jeune femme révèle que le démon a sacrifié 100 000 vies pour son fils, puis il a laissé le coup final au poil pour absorber tout le mérite. Si notre protagoniste n'avait pas agi, tout ce mérite céleste serait allé au fils du démon. Bien qu'il soit courant que les démons utilisent tous les moyens nécessaires, c'était extrême. La sainte de la secte Bliss n'est pas facile à manipuler et aurait éliminé son fils. Le plan du vieux démon était assez simple. Grâce au phénomène du mérite, son fils recevrait la culture spéciale du temple Xuandu. Il est ainsi expliqué que le temple Xuandu est la secte principale du chemin vertueux, tandis que la secte démoniaque céleste dirige le chemin démoniaque. Avec cela, le maître du temple devient furieux contre le plan. Avec le soutien de son père, le fils du démon aurait même pu contrôler le temple un jour. Le chef de la secte devient alors curieux de toute la situation. Il demande comment Ji Shangsheng a réussi à comprendre tout cela. Avec un sourire, la belle femme donne une réponse très simple. Elle dit que notre gars a entendu l'espion parler dans son sommeil. En entendant cela, les autres maîtres sont sans voix. Ils affichent juste un visage vide, ne sachant pas quoi dire. Li Shangxi conclut qu'il n'est pas un immortel réincarné. Il a juste gâché le plan du démon et volé l'opportunité de son fils. Et c'est exactement ce que nous voyons RMC faire. Il prend l'énergie dorée pour lui et se réjouit d'avoir réussi à la voler. Le maître du temple dit que peu importe d'où vient notre gars, car il est une graine de mérite que la secte doit soutenir de toutes ses forces. L'un des maîtres est d'accord avec le maître du temple, ajoutant que si le garçon est une table rase, ce sera encore mieux, car il n'aura pas un passé compliqué. À ce moment-là, le maître se souvient que le temple Xuandu est un ennemi du culte démoniaque céleste, et qu'ils doivent donc protéger notre gars à tout prix. Le chef de la secte déclare alors que le jeune homme doit être son disciple, mais la tante refuse immédiatement l'idée. Le maître explique qu'elle a déjà fait une promesse à notre maître de cérémonie, et puisqu'il a gagné du mérite en dénonçant l'espion, il peut être son disciple. En entendant cela, tous les autres maîtres sont complètement choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle ait déjà fait une telle promesse à notre jeune homme. Le maître du temple se lève alors et dit absolument pas, et la maîtresse s'énerve, lui demandant s'il pense aussi qu'elle est un mauvais professeur. Le chef essaie de trouver un moyen de refuser sans l'offenser,
et un autre maître murmure que ses 8 derniers disciples n'ont pas survécu. La femme commence alors à philosopher sur la vie et la cultivation, disant que la cultivation immortelle défie les cieux, et que le décès est une chose courante. Elle ajoute ensuite que ses précédents disciples étaient faibles, mais avec un sourire, elle affirme qu'il est différent. Le maître dit que le garçon a condensé des pétales de mérite si tôt, et à cause de cela, elle a de grands espoirs qu'il devienne un véritable immortel. Le maître pense alors qu'elle a une de ces crises, mais la femme rétorque qu'il essaie de perturber son cœur d'Ao. Elle dit que c'est une perte de temps de leur expliquer les choses et affirme qu'elle seule peut enseigner un talent comme notre gars. Fatigué de la discussion, le maître du temple a une idée et suggère de laisser le jeune homme lui-même choisir qui sera son maître. Pendant ce temps, notre MC a un gros problème. Il peut à peine contrôler sa cultivation et est sur le point de passer à l'étape de l'établissement des fondations. Les autres disciples sont choqués de voir l'énergie alors qu'il progresse vers l'étape de l'établissement des fondations. Il est expliqué que le raffinement du Q est le premier obstacle, et l'établissement des fondations est la deuxième étape majeure pour un cultivateur. Cette étape est si difficile que le taux d'élimination est de 10 contre 1, car seuls les plus talentueux peuvent réussir. L'aide de pilules spéciales a rendu la percée plus facile, mais malgré cela, notre MC se demande si ce n'est pas une mauvaise idée pour un espion d'attirer autant l'attention. Mais avec un sourire sur son visage, il ne semble pas se soucier beaucoup de ce petit détail. Une énergie dorée gigantesque se manifeste sous la forme d'une grande pagode brillante. Il ignore alors sa mission et se déclare le plus récent disciple du temple Xuandu et une étoile montante. De plus, il pense qu'en tant que graine de mérite, sa propre force ne lui permettrait de toute façon pas de rester caché. Notre jeune homme se souvient du moment où il a été envoyé et de la façon dont le culte voulait qu'il reste discret afin de ne pas attirer l'attention des chefs du temple. Après la percée, notre maître de cérémonie se rend compte que son corps est devenu 10 fois plus fort et qu'il peut cultiver à la fois le mérite et le qui est maléfique. Le maître du temple remarque que le mérite peut l'amener au sommet de l'établissement des fondations, mais il se demande pourquoi le jeune homme a aussi un couet maléfique. La belle maîtresse explique qu'il a été décisif dans la dénonciation de l'espion, ce qui montre qu'il a déjà éliminé des démons, d'où l'aura maléfique. Le chef est d'accord pour dire que cela a du sens, et puisque le garçon a gagné du mérite, a du talent et a la recommandation du maître Li, il n'y a plus rien à remettre en question. C'est réglé, le maître tire notre protagoniste qui est entouré d'une aura dorée. Finalement, notre gars atterrit sur le sol. L'un des maîtres gronde notre protagoniste pour ne pas avoir montré de respect au chef et aux autres maîtres qui viennent d'arriver. Notre gars se lève et salue tout le monde, mais le chef dit qu'il n'y a pas besoin de formalité et demande s'il connaissait l'identité de l'espion. À ce moment-là, le jeune homme est confus, car il pensait que l'espion n'était qu'un disciple ordinaire du culte démoniaque céleste. Le maître explique alors qu'il a eu de la chance, car il a dénoncé le fils illégitime du vieux démon Yu, et notre MC est laissé perplexe. Le maître du temple dit qu'il est normal qu'il ne connaisse pas ce personnage, car notre gars vient d'un milieu simple. Il est alors révélé que le vieux démon, Yu, est le chef du culte démoniaque céleste et le démon le plus puissant qui existe. On nous montre l'apparence terrifiante du chef démon, assis sur un trône d'os, affichant tout son pouvoir maléfique. En découvrant cela, notre protagoniste panique complètement, incapable de croire qu'il a dénoncé quelqu'un d'aussi important. Il désespère, pensant qu'il est devenu l'ennemi du démon le plus fort du monde, mais le maître lui dit de ne pas s'inquiéter. Le chef garantit que le vieux démon Yu ne peut rien faire contre eux, car lorsque le temple Xuandu protège quelqu'un, personne ne peut le toucher. Mais notre MC sait que la situation est plus compliquée, car le chef du culte a de nombreux moyens d'essayer de l'éliminer. Le maître explique alors que le monde de la cultivation a des règles, et si les démons attaquent les faibles, le temple ripostera avec toute sa force. Notre gars le remercie pour la protection, mais intérieurement, il pense que cet état d'esprit est naïf car un démon qui a perdu un fils ne va pas respecter les règles. La tante leur rappelle que les nouvelles concernant le rapport ne se sont pas encore répandues, donc l'ennemi ne sait probablement rien. Le chef est d'accord, et dit qu'il fera jurer à toutes les personnes présentes de ne pas diffuser l'affaire et de garder tout secret. Sur ce, notre gars remercie le maître du temple et maître Li pour leur protection et pour avoir gardé son secret. Le chef dit ensuite qu'ils l'ont appelé pour choisir son maître et propose de lui enseigner lui-même en raison de son grand talent et de son mérite. Notre personnage principal pense que le maître du temple est le choix le plus sûr, mais la menace du démon l'empêche toujours de se détendre complètement. Pour se décider, il pose une question très directe. Il veut savoir qui est le plus fort entre le chef de secte et le vieux démon. Cette question laisse le maître du temple sans voix, et il semble assez mal à l'aise, ne sachant pas comment répondre. Voyant la réaction du chef, notre gars regarde les autres maîtres, mais personne n'ose répondre à sa question. La belle maîtresse explique alors qu'une seule personne peut vaincre le démon, et c'est Ferry Linglon, la numéro 1 sous les cieux. Cependant, avec un sourire, la femme révèle que Ferry Linglon est en fait sa mère, et cela change complètement la donne. En entendant cela, notre protagoniste ne réfléchit pas à deux fois et s'agenouille immédiatement pour saluer son nouveau maître. Notre MC dit alors que sa décision n'a rien à voir avec la fée, et qu'il pense juste que son nouveau maître a l'air d'une personne très digne de confiance.
La femme est ravie du compliment et dit que sa lignée valorise la qualité, il sera donc son seul disciple et recevra un traitement spécial. Lui, avec un sourire sur son visage, notre jeune homme remercie alors officiellement son nouveau professeur pour l'opportunité qu'elle lui donne. Sans perdre de temps, la tante libère son énergie et fait ses adieux aux autres. Elle part, et les autres chefs sont agacés, car elle a dupé tout le monde pour avoir un disciple, car sa lignée en était privée depuis 3 ans. Le maître du temple pense que le garçon est trop bien pour elle et révèle que Ferry Linglon est en fait sa belle-mère, pas sa mère biologique. On nous montre ensuite le passé de la femme et comment elle a souffert de la perte de son partenaire de cultivation, décédé il y a longtemps. À ce moment-là, le chef imagine que le jeune homme veut la protection de la fée et veut également profiter de la compagnie de la belle-fille veuve, ce qui serait un plan parfait. L'un des maîtres dit que le problème est ses méthodes d'enseignement, car ses 8 derniers disciples ont été ruinés à cause d'elle. Il renonce alors à intervenir puisque le choix était celui des garçons, et maintenant ils ne peuvent que lui souhaiter bonne chance tout en s'inquiétant pour son avenir. Au loin, notre MC suit son nouveau professeur dans un couloir luxueux, se moquant des opinions des autres chefs. Notre jeune homme pense qu'avoir de bonnes relations est plus important que le talent, il doit donc entretenir de bonnes relations avec son maître. Avec un sourire malicieux, il pense que ce serait parfait s'il pouvait se rapprocher encore plus de son professeur par le mariage. Il s'imagine alors marié à elle et pense que Ferry Linglon deviendrait sa belle-mère, ce qui serait parfait pour sa protection. Le garçon commence à réfléchir à la façon de conquérir sa belle maîtresse, mais ses pensées sont interrompues quand elle dit qu'ils sont arrivés. Notre protagoniste est confus et ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Sans prévenir, une puissante explosion de feu se produit. À ce moment-là, il est entraîné dans l'explosion. Mais au lieu de se blesser, il atterrit dans un nouvel endroit et réalise qu'il s'agissait juste d'un transport. Là se trouve un endroit magnifique et spectaculaire qui enchanterait n'importe qui. Une fois au sommet, notre MC est impressionné et demande à son professeur ce qu'est cet endroit magnifique. Avec un sourire, la femme lui demande ensuite à quoi ressemble l'endroit pour lui et ce qu'il pense de la vue. Notre jeune homme répond que cela ressemble à un palais de la Lune, et elle confirme que c'est sa résidence où il vivra. Notre gars est tout excité et pense que cet endroit incroyable sera leur future suite de lune de miel. La femme explique alors que l'endroit est une illusion, mais ses techniques sont si fortes qu'elles peuvent tout rendre réel. Notre MC loue son pouvoir, et le professeur propose de lui donner la permission de créer d'autres résidences. Il la remercie et dit qu'il aime aussi le style, car il semble que leurs goûts soient assez similaires. Avec un sourire, le maître dit qu'il a bon goût et lui demande de ne pas faire honte à la réputation de la lignée. Argué promet qu'il cultivera dur pour lui apporter la gloire, et le professeur le félicite pour sa détermination. Il pense alors qu'elle a fait une exception pour lui et décide qu'après leur mariage, il se consacrera entièrement à elle. Soudain, le professeur commence à flotter avec une énergie violette tout en le guidant dans le palais. Se retournant, elle démontre toute sa grâce et son contrôle. Arrivée dans le hall principal, elle s'assoit sur son trône. Notre jeune homme se demande si, pendant des milliers d'années, elle a vécu seule dans ce vaste et vide palais. Notre MC pense qu'elle a l'air très seule et désolée assise sur ce grand et imposant trône. À ce moment-là, il ressent une envie irrésistible de lui faire un câlin pour réconforter sa solitude. Le maître l'appelle alors par son nom et lui demande combien il se souvient de sa vie passée. Notre gars est laissé complètement sans voix, car il ne s'attendait pas à une question aussi directe sur son plus grand secret. Elle lui dit alors d'arrêter de faire semblant et révèle qu'elle sait qu'il n'est pas de ce monde, car elle non plus. Le protagoniste est totalement choqué par la révélation et n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. La femme explique qu'il peut tromper les autres, mais pas elle, et se présente officiellement comme Star Lortaillant. Le protagoniste est confus et commence à se demander si sa belle professeure a quelques vices de desserrer. Décidant de jouer le jeu, notre gars prétend alors qu'il est en fait l'empereur antarctique de la longévité. À sa grande surprise, la femme le croit instantanément et dit qu'elle a ressenti un sentiment de familiarité dès qu'elle l'a vu pour la première fois. Sur ce, notre protagoniste est absolument certain que sa belle professeure a définitivement quelques vices de desserrer. Notre protagoniste pensait que son maître serait un transmigrant de son monde passé, ce qui était un peu décevant. En regardant son maître, il arrive à une conclusion audacieuse basée sur son comportement bizarre. Il commence à le regretter, pensant qu'il avait trouvé un soutien solide, mais il semble qu'il ait juste fait l'équipe avec quelqu'un qui a quelques vices de desserrer. Sa force est légitime, tout comme son statut, mais avec un esprit comme ça, il est difficile de se sentir en sécurité. La femme l'invite alors à s'asseoir, disant que puisqu'il est l'un des impériaux, il peut discuter du Tao avec elle. Notre garçon est juste sans voix, pris au milieu de cette situation absolument dingue. L'empereur est une figure légendaire et immensément puissante qui commande le tonnerre. Le maître demande quand il s'est réveillé, et le jeune homme ment, disant que c'était il y a environ 1 an. Nous avons un flashback d'elle d'il y a longtemps. Elle prétend contrôler l'étoile Taïan et était autrefois une souveraine puissante. Notre gars pense que sa vision du monde est étonnamment bien développée, mais il se souvient ensuite qu'il n'était pas non plus un type normal. Gardant le rôle, RMC dit que maintenir la clarté n'est pas difficile pour des êtres comme eux. Son maître est d'accord, mais dit que cela ne s'applique qu'à eux deux,
car tous les autres sont perdus. Notre garçon est d'accord avec elle, puis demande comment quelqu'un d'aussi puissant a fini ici. Le maître explique que c'est une longue histoire, et qu'elle est une souveraine d'une époque qui est déjà révolue. Notre MC s'empêche de rabaisser son maître, car même si elle est folle, elle n'est clairement pas facile à manipuler. La femme dit alors qu'ils sont de vieux amis, mais ses souvenirs ne sont pas encore complètement revenus. Le jeune homme décide de jouer le jeu pour garder son nouveau protecteur heureux, disant que ses propres souvenirs reviennent aussi lentement. Continuant la mascarade, il dit qu'elle est censée diriger l'étoile Tin. En tant qu'ancienne souveraine avec tant de pouvoir, elle serait naturellement un ennemi des nouveaux dirigeants de l'ère actuelle. Le maître est d'accord, disant que son pouvoir écrasant est l'une des raisons pour lesquelles ils sont dans le même bateau. Argué se demande si elle parle du dieu Aotian, ce qui signifierait qu'il est également une cible. Il la complimente en pensant que toute cette histoire devient de plus en plus folle à la minute. RMC prétend qu'après la guerre, il est devenu l'empereur qui gouverne la vie dans le tonnerre. Le jeune homme déplore de tomber dans cette illusion sans même savoir qui est le véritable ennemi derrière tout cela. La femme dit que Aoxion ne faisait pas le poids, mais qu'il a dû s'allier à Saint-Gentil. Sur ce, le maître conclut qu'ils sont tombés dans le monde de rêve du saint et qu'ils pourraient avoir plus d'un adversaire. On les voit alors, complètement perdus dans le vaste et puissant monde de rêve. Notre garçon trouve son histoire impeccable et s'inquiète. Car si c'est vraiment le saint, s'échapper ne sera pas facile. Le maître le calme, disant que la guerre a déjà brisé le mythe de l'immortalité du saint et qu'ils peuvent être blessés. La femme dit qu'elle préférerait se rebeller contre un saint et prendre sa place. Notre protagoniste pense que plus ils sont fous, plus ils rêvent grand, et que même lui, un transmigreur, ne peut rivaliser avec ça. Se mettant dans son personnage, il loue son ambition et dit qu'il a beaucoup à apprendre de la Dame des Étoiles. Le maître le félicite d'avoir senti le danger, se préparant en se liant d'amitié avec elle pour briser l'illusion. Notre jeune homme se demande comment son histoire a autant de sens et demande ensuite comment ils peuvent briser l'illusion. La femme explique que ce n'est pas difficile, ils ont juste besoin d'accéder à l'immortalité pour s'échapper. Elle propose qu'ils deviennent partenaires et qu'il l'appelle désormais sa sœur aînée. Notre garçon accepte instantanément, disant que ce n'est pas important. Avec un sourire aux lèvres, le protagoniste la remercie ensuite pour sa considération et la nouvelle proposition. Soudain, un lapin démon apparaît, courant et criant que le maître a oublié de prendre son médicament pour la journée. Elle présente le lapin, disant qu'il s'occupe des corvées mais qu'il n'est pas très doué pour ça. RMC devient philosophique en disant que ceux qui me connaissent comprennent mes inquiétudes, et ceux qui ne me connaissent pas, ne peuvent pas me comprendre. La créature insiste pour que le maître prenne son médicament, disant que c'était un ordre de la fée Lonlon. Elle dit que tout n'est qu'une illusion et qu'elle va jouer le jeu pour qu'ils arrêtent de la déranger. Sur ce, la belle femme prend la pilule et l'avale d'un coup pour en finir avec la conversation. À ce moment-là, le maître se tourne vers notre garçon et lui demande pourquoi il reste là sans rien faire. Le maître rit, disant qu'elle n'est pas malade, mais le lapin désespère, voyant son état ne faire qu'empirer. Une demi-heure plus tard, à l'extérieur du palais de la Lune, le lapin dit qu'il va emmener notre garçon à sa nouvelle résidence. Notre jeune homme le remercie et pense que son maître lui a déjà transmis les enseignements de sa lignée. De plus, la femme lui a également donné une carte noire, expliquant qu'il s'agissait de la clé du palais de la Lune. Avec cette carte, notre MC pouvait entrer et sortir de l'endroit et activer le royaume de culture illusoire. En traversant les montagnes, il en profite pour demander au lapin ce qui est arrivé à son maître. La créature explique qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec sa culture, et que son talent est inégalé. Cependant, la maîtrise des illusions de sa dame a fini par dépasser son propre royaume de culture. En conséquence, elle en est venue à croire que le monde entier est une grande illusion, et qu'elle seule peut voir la vérité. Notre garçon reste sans voix et demande s'il existe un moyen de la guérir. Le lapin répond qu'ils ont essayé, mais son état ne fait qu'empirer. Il demande ensuite si notre héros a un moyen d'aider. À cela, la créature dit que s'il peut trouver une femme plus belle que le maître, et ensuite amener cette personne à elle, cela pourrait suffire à la guérir. Le protagoniste demande pourquoi, et le lapin explique qu'elle pense qu'elle est la plus belle femme qui soit, simplement parce qu'elle n'a jamais vu personne de plus beau. Changeant de sujet, le petit cerf demande pourquoi sa dame l'appelle le vrai roi. Le protagoniste tousse pour se couvrir et dit qu'il est la réincarnation d'un empereur célèbre. Le lapin dit que le maître est une folle qui fait semblant d'être normale, et notre MC est l'inverse, c'est pourquoi il a été accepté. Notre garçon est choqué par la partie concernant la survie des 8 derniers disciples et demande ce qui s'est passé. La créature lui demande s'il pensait qu'il était le premier, et notre MC le nie, mais il est le seul actuellement en vie. Avec un regard d'horreur, notre jeune homme demande si cela signifie que les disciples qui l'ont précédé sont tous décédés. Puis on voit une image avec plusieurs corps, et le lapin confirme que tous les anciens disciples sont partis. Notre protagoniste est secoué et demande à la petite créature comment ils ont tous trouvé la mort. Le lapin explique que ces méthodes d'entraînement sont extrêmement dangereuses, et elle emmène tout le monde dans le royaume démoniaque. De plus, ce type d'entraînement ne convient qu'aux super génies, et comme elle est instable, cela se transforme en une méthode périlleuse. Le petit être lui souhaite bonne chance,
et notre garçon demande ce qui se passe si l'état du maître s'aggrave. La créature explique que si elle empire, sa culture deviendra plus forte et qu'elle deviendra complètement folle. Elle transformera la réalité du monde entier en sa propre illusion. Et avec ce pouvoir absurde, tout ce que dira la femme puissante deviendra la réalité la plus pure. Il pense que c'est terrifiant, mais peut-être qu'il pourra l'accepter à l'avenir plus qu'il s'entend bien avec elle. Il se souvient alors qu'il est l'empereur, certifié par le maître elle-même, et peut-être qu'il peut l'aider à évoluer. Enfin, ils arrivent à la résidence de notre garçon. Le lapin explique qu'il peut transformer le palais comme il le souhaite, et que personne ne peut entrer sans sa permission. Notre garçon pense à son maître et au lapin, pensant que c'est l'un des avantages d'avoir un maître fou. Juste à ce moment-là, le petit cerf lui dit de ne pas écouter son maître en matière de culture. La créature dit qu'elle ne veut pas creuser une autre tombe dans le palais alors qu'il regarde un cimetière effrayant. Le protagoniste est effrayé par la révélation des tombes, et soudain, un étrange brouillard apparaît. Avec un regard de choc, Armisi réalise que la situation devient de plus en plus bizarre. Il se demande alors d'où vient le brouillard et décide de fermer la porte, pensant que c'est un mauvais présage. À ce moment-là, le jeune homme essaie de fermer la grande porte, mais le brouillard a déjà recouvert toute la zone. Le garçon se souvient alors de la carte noire que son maître lui avait donnée plus tôt. Selon elle, en raffinant la carte, il pouvait activer le puissant royaume illusoire pour cultiver. Avec cela en tête, notre MC commence le processus, et une énergie violette massive jaillit de l'objet. Soudain, une grande porte s'ouvre, révélant une lumière mystérieuse et puissante. À l'intérieur du portail, il voit une armée de créatures obscures. Sans hésitation, notre garçon fait le premier pas dans le royaume illusoire mystérieux et nouveau. À l'intérieur du portail, il reste immobile et se demande ce qui se passe dans cet endroit étrange. Soudain, un tigre géant ailé apparaît. En le regardant, il pense que l'illusion est incroyablement réaliste. Il crée ensuite une épée de sang et dit qu'il est capable de faire ça depuis l'étape de raffinage de Shué. Notre garçon dit qu'il n'a jamais eu le courage d'utiliser cette capacité dans son ancien temple. Dans ce nouveau monde, il se sent libre d'utiliser toute sa puissance sans aucune restriction. D'un coup d'épée, il libère une puissante énergie rouge sur la créature. Après avoir éliminé le tigre, il atterrit avec sa lame de sang. Il remarque que son énergie malveillante augmente et qu'il ne peut pas laisser ça continuer ainsi. Et soudain, il est complètement entouré de centaines de créatures, mais le protagoniste reste impassible. Il déplore qu'il ne s'agisse que d'illusions, car il pourrait devenir encore plus fort si c'était de vraies créatures. Il pense aussi que c'est une bonne chose que ce soit une illusion, sinon son identité d'espion serait révélée. Le protagoniste conclut que toute technique peut être utilisée pour la justice, et que tout n'est qu'une illusion de toute façon. Il décide d'utiliser les ressources comme une illusion pour continuer son entraînement et cultiver sa puissance. Au milieu des ruines, notre garçon se prépare pour une autre série d'entraînements et de batailles. Son objectif est de continuer à perfectionner ses techniques de combat pour devenir de plus en plus mortel. Les yeux brillants, il libère son pouvoir caché dans ce monde de rêve. Mazajin consume tous les monstres sombres. 3 heures plus tard, notre garçon est surpris d'avoir cultivé une rivière de sang. Cela signifie qu'il a déjà éliminé au moins 10 000 créatures dans cette illusion. Il pense que si ce n'était pas une illusion, il serait éliminé au temple. Et puisque la horde a disparu, il est temps de rentrer. De retour au palais, l'énergie violacée se dissipe de son corps. Notre protagoniste confirme ensuite qu'il est de retour dans sa nouvelle chambre du palais de la Lune. À ce moment, il remarque quelque chose d'étrange qui arrive à son corps. Une énergie sanguine malveillante massive commence à surgir chaotiquement autour de lui. Avec un sourire, il réalise que le pouvoir qu'il a acquis dans l'illusion peut être amené dans le monde réel. Il se demande aussi pourquoi son mérite a augmenté et si le fait de sauver des gens dans l'illusion compte. Il décide alors de pratiquer immédiatement la technique que son maître lui a enseignée, car son côté démoniaque se renforce. Le lendemain matin, notre garçon s'entraînait déjà et libérait une grande quantité d'énergie. Il avait réussi à maîtriser la technique principale de sa lignée et méditer pour se renforcer. Soudain, une voix l'appelle par son nom, lui disant d'aller à la salle de conférence sur le sexe. La voix appartenait à une connaissance l'informant du premier cours pour les disciples intérieurs. Pendant ce temps, il commente que son neveu n'a pas beaucoup de talent pour la cultivation. Il se demande comment il est même entré dans l'intersection. Arrivé sur les lieux, le type fait signe à notre MC et l'appelle. Le personnage secondaire demande alors si notre garçon a activé son mérite kiwi, et il le nie immédiatement. Le type demande s'il a des racines spirituelles, mais le MC dit que son talent est terrible. Le garçon explique ensuite qu'il est différent parce qu'il a été admis en tant qu'étudiant spécial. Le personnage secondaire devient curieux et demande quelle est la spécialité de notre protagoniste. Avec un sourire confiant, le jeune homme dit que sa plus grande spécialité est la réincarnation. Notre MC pense que le type pourrait entrer directement dans le temple, mais a choisi de suivre tout le processus. Notre jeune homme demande pourquoi tout le monde les regarde. Et le type dit que c'est parce qu'ils sont si beaux. À ce moment, une fille qui passait par là laisse échapper un petit rire face à la situation. La fille s'approche de notre MC et s'excuse d'avoir ri. Elle dit qu'elle riait en fait de l'autre type, pas de lui.
Notre garçon demande alors si elle le connaît, et la jeune femme confirme avec enthousiasme. Elle explique que le MC a été le premier à l'évaluation, et l'autre type le dernier. En entendant ce commentaire, le neveu du MC se met en colère contre la fille. Il est énervé d'être traité de loser devant tout le monde. Le protagoniste demande alors s'ils se connaissent, et la jeune femme répond par la négative. Elle dit que sa mère lui a interdit de fréquenter des idiots comme ce type. Mais avant qu'une bagarre n'éclate, une voix appelle tout le monde dans le hall. Le neveu est furieux, mais il ne peut rien y faire. Sur ce, le groupe de jeunes entre dans le grand hall principal pour la conférence du jour. Notre protagoniste remarque la femme. Il réalise qu'elle est une cultivatrice qui n'a qu'un seul bras. La femme aux cheveux blancs regarde les disciples avec un regard intimidant. Sa présence imposante capte l'attention de tout le monde dans la salle de classe. Notre jeune homme pense qu'ils doivent tous les deux venir de familles très importantes de la région. Il en conclut qu'ils veulent tous les deux se rapprocher de lui pour une raison cachée. La jeune femme chuchote alors l'histoire de l'aîné de la conférence à notre garçon. Elle lui dit que la femme était l'ancien maître de la lignée du Yangtze. Elle continue en expliquant que l'aîné a perdu son bras dans un combat contre un démon. Et à cause de cela, le maître déteste que les gens fixent sa blessure. Notre MC est impressionné par le pouvoir du chef du culte démoniaque. Il comprend que l'aîné est toujours très importante, même après cette grande perte. Dans une vision du passé, nous voyons à quel point le seigneur démon était puissant. L'être malveillant ressemblait à un dieu sombre avec d'innombrables disciples à ses pieds. Soudain, l'aîné regarde directement notre protagoniste et l'appelle par son nom. Tout le monde dans la pièce se tait, attendant la réponse de notre jeune homme. Il se lève promptement et, avec un geste respectueux, confirme son identité. Il se présente officiellement comme le disciple Ji Shangsheng. L'aîné félicite notre protagoniste pour avoir obtenu la première place. Elle propose ensuite de l'aider en privé s'il a besoin de quoi que ce soit. Sur ce, la femme lui tend un jeton spécial en cadeau. Notre garçon la remercie et pense qu'elle le traite bien. Ensuite, la voix de la femme apparaît dans l'esprit du MC, lui disant de ne pas s'inquiéter. Elle dit qu'elle connaît son serment et ne répandra pas son secret. L'aîné se tourne et dit que notre garçon ne vivra pas longtemps car il est dans la mauvaise lignée. Notre protagoniste est confus par ce qu'il vient d'entendre et ne comprend pas. Qu'il se lève et demande ce que l'aîné voulait dire. La femme explique qu'il est talentueux mais qu'il a rejoint la mauvaise lignée. La femme révèle ensuite que la lignée Yaguang est une honte pour le temple, et qu'ils ont failli être expulsés parce qu'ils n'étaient plus capables de recruter des disciples. Notre garçon rétorque que son maître lui a dit que la lignée était la meilleure de toutes. Il affirme que c'est la première parmi les 8 existantes dans le temple. L'aîné sourit et lui dit de ne pas croire tout ce que dit son maître. Elle avertit que la femme n'est pas une personne très fiable à écouter. Ensuite, la conférence commence, et la femme dit qu'elle va parler du chemin de la cultivation. Elle expliquera aussi pourquoi la lignée Yaogang est en déclin. Notre MC entend parler d'un endroit appelé le royaume de Ying et devient pensif. La femme continue, expliquant que toutes les lignées ont leur propre technique, mais le temple Xuandu a un raccourci spécial pour accélérer la cultivation. Il est très attentif lorsque l'aîné révèle enfin leur grand secret. Le raccourci que tout le monde utilise pour cultiver plus vite s'appelle le mérite. Elle explique ensuite qu'au temple, le mérite est bien plus important que la force, et que la personne qui a le plus de mérite commandera toujours plus de respect que la plus forte. L'aîné dit que les utilisations du mérite sont infinies, comme se protéger contre les démons. Elle dit aussi que le mérite augmente les chances de survivre aux tribulations, et qu'il peut même être utilisé pour percer les goulets d'étranglement de la cultivation grâce à un art secret. Notre garçon pense qu'avec son lotus d'or et suffisamment de mérite, il pourrait atteindre des niveaux de puissance absurdes en seulement 5 ans d'entraînement. Avec un sourire confiant, il s'imagine affronter le puissant démon Yu. Le jeune homme croit que dans 5 ans, même le démon n'oserait pas l'affronter. L'aîné continue, disant que cette méthode a un problème très sérieux, ceux qui comptent sur le mérite deviennent paresseux et n'atteignent jamais leur plein potentiel. Tous les disciples répondent qu'ils comprennent l'avertissement de la vieille femme. Notre protagoniste, cependant, semble avoir un avis différent sur la question. Il pense que le point de vue de l'aîné est trop limité car il a plus d'un tour dans son sac. Il peut gagner du mérite en tuant des bêtes dans l'illusion sans aucun risque. À ce moment, la femme souligne un autre inconvénient majeur de cette méthode, ceux qui utilisent le mérite pour avancer deviennent beaucoup plus faibles que les autres au même niveau. Ensuite, elle utilise le maître de notre MC comme un mauvais exemple pour tout le monde, et dit que parce qu'elle est faible, tous ses anciens disciples ont fini par rencontrer leur fin. Les autres jeunes acquiescent par respect pour l'aîné, mais notre garçon sent soudainement un parfum familier dans l'air de la pièce. Avec un regard sérieux, il réalise que c'est le parfum de son maître. Il comprend instantanément que la femme puissante est à proximité, observant tout. Avec son maître dans les parages, il ne peut pas les laisser l'insulter comme ça, et en tant que son seul disciple, il a l'obligation de la défendre. Alors il se lève et dit qu'il n'est pas d'accord avec les paroles de l'aîné et déclare que ses paroles contre son maître sont très injustes. La femme esquisse un sourire narquois et demande comment dire la vérité est une insulte. Elle semble assez confiante qu'elle a raison sur tout ce qu'elle a dit. Notre MC commence calmement à interroger la femme. Il demande l'âge de son maître et ensuite l'âge des 7 autres maîtres.
Il soutient ensuite que son maître est devenu un leader à seulement 30 ans, et cela fait d'elle le plus grand prodige du temple, pas une honte pour tout le monde. Soudain, un rire résonne et le maître de notre MC apparaît avec une explosion d'énergie. Elle fait l'éloge des paroles de son disciple. Nous arrivons au magnifique palais de la lune sous un ciel étoilé rempli de fleurs. Assise sur son trône de cristal, le maître dit qu'elle ne se soucie pas des opinions mais était heureuse de sa défense. Avec un léger sourire, elle dit à notre garçon de ne plus agir ainsi. Mais il répond qu'ils peuvent l'insulter autant qu'ils veulent. Mais insulter est inacceptable. La femme trouve sa réaction inutile et dit que rien de tout cela n'était nécessaire. Cependant, notre jeune homme insiste en pensant que les hommes expérimentés savent que le nom d'une femme n'est pas toujours un nom. Le maître cède ensuite avec un sourire et lui dit de faire comme il l'entend. Elle demande ensuite s'il approuve sa méthode de cultivation et sa façon de penser. La femme explique que sa méthode se concentre sur la montée de niveau le plus rapidement possible. À cela, notre garçon dit que la faiblesse de la méthode n'est pas l'instabilité, mais la lenteur des autres. Le maître est impressionné et dit qu'il est le seul à avoir compris ses véritables intentions. Elle l'invite à s'asseoir à côté d'elle, et notre MC pense que sa logique est parfaite. La femme révèle alors que le secret de sa lignée est une seule chose appelée mérite. Elle souligne que la chose la plus importante pour eux est d'acquérir de plus en plus de mérite. Notre protagoniste pense que, contrairement à l'aîné, il croit que le mérite est facile à obtenir. La femme dit que pour obtenir du mérite, il doit aller dans le monde des mortels et lutter contre les injustices. Avec cela, elle affirme que le monde est plein d'injustices et de mérites qui les attendent. Mais notre garçon pense que seule elle peut faire ça, car les autres préféreraient tricher. Le jeune homme comprend alors qu'il y a des êtres puissants dans le monde que personne n'ose défier. À cause de cela, la femme ne se soucie de personne et fonce sans crainte, car elle a une grande protection. RMC pense alors qu'il peut lui aussi suivre le même chemin que son maître. Il pense que la femme la plus forte n'est peut-être pas sa mère, mais pourrait devenir sa belle-mère à l'avenir. Il dit ensuite qu'en tant qu'empereur, il a vu le monde changer et comprend ce qu'elle veut dire. Le maître est impressionné et dit qu'ils se comprennent parfaitement. Mais elle le nie, disant que ses anciens disciples étaient faibles, et que seul le MC la comprend vraiment. À ce moment, il réalise que son plan fonctionne, et il crée une connexion avec elle. La femme se lève et avertit que le mérite ne se gagne pas en grande quantité au temple. Elle lui interdit d'assister au cours et dit qu'elle l'entraînera elle-même avant qu'il ne parte en mission. Le maître révèle ensuite que les illusions sont en fait des mondes réels qui existent. Elle explique que sauver ces mondes de la destruction est ce qui accorde le vrai mérite. Soudain, elle se met à rire et dit que tout était une blague, mais notre MC ne semble pas convaincu. Il dit ensuite qu'il l'a cru et pense qu'une illusion comme celle-là n'est pas si différente du monde réel. Il réalise que l'aînée trouve le mérite difficile à obtenir parce qu'elle ne connaît pas la méthode de sa lignée. Mais avec cela, il conclut que cela doit être le secret personnel de son maître. Mais il pense aussi que peut-être même la femme elle-même ne connaît pas ce grand secret. Alors notre garçon demande s'il peut descendre la montagne, et elle dit qu'ils sont de puissants immortels. Notre MC accepte de suivre ses conseils et pense que maintenant il comprend le sort de ses frères aînés. Il réalise que sa méthode d'enseignement est basée sur l'imprudence et un certain mépris pour la sécurité. Maintenant dans un terrain d'entraînement, le maître avertit que sa fondation n'est pas encore stable. Mais elle dit que cela n'a pas d'importance et qu'il devrait avancer quand même. La femme révèle que leur cultivation est déjà élevée, et dans l'illusion, ce n'est qu'une formalité pour le corps. Pour l'aider, la femme lui tend un sac rempli de pierres spirituelles de haute qualité. Elle dit qu'il reçoit 10 pierres par mois, et que toute l'énergie de l'illusion est juste pour eux deux. Le maître déclare qu'avec tout de près, il ne reste plus qu'à utiliser le mérite qu'il n'a pas encore utilisé. Elle l'encourage à utiliser le mérite pour surprendre tout le monde dans le temple avec sa vitesse de cultivation. Avec un sourire confiant, notre MC tient le lotus d'or dans ses mains et l'active avec son pouvoir. Mais soudain, une expression de surprise prend le dessus sur le visage de notre garçon. Un immense arbre d'énergie rouge émerge de lui, le laissant stupéfait. Il pense que l'aura de sang est hors de contrôle. Notre protagoniste se demande quoi faire alors que le maître l'observe avec curiosité. La femme révèle alors que cette aura indique qu'il a déjà pris des milliers de vies. Mais elle se souvient qu'il est un empereur qui gouverne la vie et la mort et trouve tout cela raisonnable. Le maître le calme, disant que c'est normal, et il loue sa perspicacité sur la situation. Elle lui dit ensuite d'oublier les autres et de se concentrer sur la montée de niveau. Sur ce, notre garçon décide de ne plus se retenir et d'utiliser toute sa puissance en même temps. Il sent déjà qu'il est sur le point d'atteindre la prochaine étape de sa cultivation. Puis, avec un cri puissant, notre jeune homme libère toute son énergie pour progresser. Une énorme colonne d'énergie rouge monte vers les cieux avec une force impressionnante. Après l'explosion, notre perso principal se calme et réalise que tout est à nouveau sous contrôle. Le maître s'approche et dit qu'avancer est facile, et qu'elle l'aidera bientôt à monter de niveau à nouveau. Avec un sourire, notre garçon dit que son mérite pourrait être insuffisant pour avancer à nouveau. Alors la femme révèle que parce qu'il est spécial, elle peut lui transférer son mérite. Un grand lotus doré les enveloppe tous les deux, et le transfert de mérite commence. Notre perso principal ressent son énergie et pense au grand risque que prend la femme pour l'aider. Mais malgré tout,
il ne ressent aucune gratitude, et son aura de sang devient incontrôlable à nouveau. Soudain, une énorme explosion d'énergie monte vers les cieux, attirant l'attention de tout le monde. Certains cultivateurs remarquent l'énergie et réalisent qu'elle provient de la lignée de notre perso principal. Le maître de la secte est sous le choc et doute que ce soit le maître de notre protagoniste. Pourquoi notre jeune homme craint-il que son identité d'espion ne soit découverte?